PSA, THP, ça commence très mal. Et pourtant, s'il y a bien une voiture qui pourrait rendre hommage à ce moteur tant décrié, c'est bien cette Peugeot 308 GTI. Parce qu'ici, nous avons affaire à la quintessence du THP. Parce que oui, ce petit 1,6 L là, qui a été décliné en de multiples versions, pas très fiables. Ici, on le retrouve avec 270 chevaux. Vous vous rendez compte, messieurs, dames, 270 chevaux dans un 1,6 L. Est-ce que ça va bombarder? Bien évidemment. Est-ce que c'est fiable? On va y revenir dessus un petit peu après. Peugeot, ils ont fait des choses bien dans leur histoire, ils ont fait des choses moins bien. Si on peut dire qu'ils ont réussi une chose, c'est les GTI. Avant toute chose, est-ce que vous connaissez la toute première voiture GTI? Parce que, pour information, ce n'est pas une Peugeot, ce n'est pas une Volkswagen, et non, c'est une Maserati, plus précisément la Maserati 3500 GTI. Vous faites ce que vous voulez de l'information, mais je tenais à vous la partager. Maintenant, on va parler de la réussite de Peugeot. Et comment ne pas évoquer la voiture que je n'apprécie pas tant que ça et que vous adorez. Et pourtant, je l'ai en cadre de fond de mes vidéos lorsque je tourne chez moi. Et oui, c'est la Peugeot 205 GTI. À un moment, il y a Volkswagen qui est arrivé avec la Golf et c'est vrai qu'ils ont tout cassé. Pendant un petit moment, ils ont eu une domination sans partage. Jusqu'à ce que Peugeot, ils arrivent avec leur voiture et c'est vrai que à l'époque, c'était génial. Vous avez vu, je sais être un minimum objectif. Le souci, c'est qu'aujourd'hui, en soi, c'est pas non plus une voiture spectaculaire avec nos normes et nos attentes d'aujourd'hui. Et il y a certaines personnes qui ont tendance un petit peu à la surévaluer. Ensuite, Peugeot, là, ils ont fait une voiture qui, je trouve, est beaucoup plus pertinente et pourtant dont on oublie beaucoup trop souvent la présence, la Peugeot 309 GTI 16. Et c'est important le 16 parce que ça va tout changer, parce que ça va nous donner une voiture d'une puissance de 160 chevaux. J'en ai réalisé l'essai, comme la 205 GTI. Et je peux vous dire que c'était dingue. Un des meilleurs essais que j'ai fait sur la chaîne. Une voiture qui a aucun look, je trouve. Par contre, le moteur, le caractère, c'est exceptionnel. Ensuite, il y a eu d'autres Peugeot GTI officieuses parce que c'était le moment où les assureurs, ils aimaient pas trop assurer des GTI. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait, Peugeot? Ils se sont dit, bon, on va les appeler RC, on va les appeler S16. La réalité, c'est que c'était quand même des sacrées bombinettes. Je pense bien sûr à la Peugeot 306 par exemple S16 que j'ai essayé moi sous sa forme GTI parce que dans certains pays elle s'appelait GTI, il faut suivre, notamment la Suisse. Ici avec 167 chevaux, une boîte 6 qui était hyper rare à l'époque. On a aussi une voiture spectaculaire. On continue aussi avec la Peugeot 206 RC, que j'ai encore essayé, mais c'est incroyable. Et ensuite, ça a été le début des ennuis. Lorsque la 207 RC est sortie, c'était compliqué. Ça a piqué les fesses, moins puissante que la 206 RC, plus lourde, un poil moins fiable. Il y avait aussi, après, peut-être encore pire, la première 308 GTI. Là, ils ont rappelé une voiture GTI, ça c'était cool. Par contre, la 308 GTI 1, c'est quelque chose de pas terrible. Heureusement, Peugeot va commencer à s'améliorer avec la Peugeot 208 GTI, notamment en version 208 chevaux qui était un petit peu plus fiable. Et puis, le bouquet final de cette période GTI, ça va être ce chef-d'œuvre, messieurs, dames, 270 chevaux. Et puis surtout, le THP le plus fiable. Et ça, c'est peut-être l'info la plus intéressante sur ce véhicule. D'ailleurs, on va regarder le moulin. Je sens le bitonio, je crois qu'on l'entend. Ah, ok, d'accord. Ils sont où les vérins? Sans déconner, j'ai essayé une Up GTI, il y avait des vérins. Déjà, on a un peu d'amour avec ce petit Peugeot Sport là. Ce moteur, ça reste le 1,6 litre THP de base qu'on a eu en version 150, 156, 165, 200, 208, puis donc 270. Sauf que celle-ci avait donc les pistons en aluminium forgé et les bielles et coussinets renforcés. Alors c'est pas l'Amérique peut-être, mais ça nous donne en soi malgré tout un moteur qui passe d'une fiabilité vraiment pas terrible à quelque chose de pas fiable, mais de mieux. En fait, la pire version du 1,6 litre, c'est vraiment lors de ses débuts qu'on avait eu donc sur par exemple la DS3, sur la 207 RC 175, c'était pas ouf. Sur la Mini Cooper S aussi 184 chevaux, c'était pas ouf. D'ailleurs, ces voitures coûtent aujourd'hui 0. Quand ça coûte pas cher, ça peut être une bonne alternative. Souvent, c'est qu'anguille sous roche, voilà. Donc dites-vous ça. Pourquoi c'était sous le capot d'une Mini? Parce qu'en fait,
C'est ça qui est dingue. À l'époque, je m'en souviens, c'était un argument commercial. Quand on achetait un moteur THP, on n'achetait pas un moteur Peugeot Citroën, on achetait un moteur BMW. Et je peux vous dire que dans les années 2000, BM, c'était quand même les boss du game. Niveau fiabilité, niveau qualité des moteurs, ils étaient assez fous. Avant que les N47 arrivent, ce moteur, c'est vrai qu'à l'époque, on l'encensait. Et c'est ça aussi, parce que là, on va parler un petit peu moteur forcément. Et c'est pour ça que je suis assez critique envers Peugeot actuellement, c'est qu'à une époque, ils savaient nous faire des trucs de zinzin hyper fiables, notamment en diesel. Et ensuite, il y a eu donc ces THP, puis les PureTech. Et c'est vrai que j'ai l'impression que les THP ont plus souffert de leur mauvaise fiabilité que les PureTech, alors qu'en réalité, les THP sont moins pires que les PureTech. Et oui, peut-être que les gens ont été choqués au début de voir Peugeot faire des moteurs aussi mauvais, alors que quand le PureTech était là, ils avaient déjà l'habitude et ils se sont dit, bon ben voilà, ça en fait un de plus. Dites-vous qu'à choisir, c'est quand même mieux de prendre un THP. En plus de ça, l'avantage des THP comparé au PureTech, après j'arrête de vous enquiquiner avec ça, c'est qu'ils étaient hyper agréables à conduire. C'est dommage que ce soit mal fait. Voilà. C'est pour ça que j'en veux un petit peu à Peugeot, alors que les PureTech, c'est nul en tout point. La fin des années 2000, début 2010, fin 2010, nous ce qu'on va chercher à faire, c'est ce qu'on appelle le downsizing. Alors ici, malgré tout, on reste sur du 4 cylindres. 1,6 litre en revanche, c'est pas non plus une énorme cylindrée pour une voiture qui va quand même avoir 270 chevaux. Et puis surtout, en fait, cette voiture, alors là, moi, je vais vous parler de la chose qui m'a le plus choqué, je pense, sur toute la 308 GTI, c'est son poids. Alors son poids, j'ai halluciné. Cette voiture, c'est la plus légère de sa catégorie et on en parlait, j'ai l'impression, jamais. C'est-à-dire que ici, sur la fiche technique que j'ai regardée dans de nombreux sites, j'ai vu un poids de 1205 kg. La première 308 GTI faisait 200 chevaux et une tonne 4. Sauf qu'ici, on perd pratiquement 200 kg et on gagne 70 chevaux. Le tout avec un châssis amélioré et une voiture avec un design beaucoup plus réussi. La 308, finalement, de base, les versions les plus légères, bon du coup c'est avec un petit PureTech de Dob, ça fait moins d'une tonne 100. Si on parle en termes de performance, c'est assez dingue. C'est-à-dire que le millimètre départ arrêté, il va être tombé autour de 25 secondes. Et le 0 à 100, il va être tombé autour de 6 secondes. C'est les performances d'une Ferrari des années 90. Dans une Peugeot, c'était lorsqu'elle est sortie d'ailleurs la Peugeot la plus puissante de son histoire. Et puis ensuite, bon, ils ont sorti leur version hybridée, mais c'est un peu de la triche l'hybride. Hein. Mais en tout cas, en termes de pure thermique, pas fiable, c'est celle-ci la meilleure. J'ai vraiment hâte de la tester, ça je peux vous le dire. Quand elle sort cette voiture, Peugeot, il faut se dire qu'ils étaient presque à une période comme lorsque la 205 est sortie. On va pas dire au fond du seau, mais pas loin. Vous voyez, le saut là, ils étaient vraiment proches. Parce que les années 2000, ça a été très compliqué. En termes de vente, ça s'est moins bien vendu. Il y a eu la série des 7. Moi, j'aime bien la série des 7, mais objectivement, c'était une mauvaise période. Les designs, c'était pas fou. Les moteurs, c'est là où ça devient pas terrible. La fiabilité, de façon générale, vraiment moyenne. L'électronique, voilà, les voitures devenaient très lourdes en plus, donc même en termes de performance, c'était pas terrible. D'ailleurs, comme par hasard, ça coïncide avec sûrement les pires Peugeot GTI de l'histoire. Ils ont aussi tenté de faire une gamme complètement tournée autour de ce qu'on avait vu sur le concept de la Peugeot 907, avec cet avant là hyper agressif. Et c'est vrai qu'au bout d'un moment, les gens, ils en ont eu marre d'avoir ça décliné partout. Même mon Peugeot 1007, il avait cet avant. Et sur un mini-space, ça n'avait aucun intérêt. Au début des années 2010, Peugeot il commence à se dire il faut vraiment qu'on fasse quelque chose parce que ça continue comme ça, on va sombrer. Et même Citroën, il commence à se rapprocher trop dangereusement de nous. Bon, pour Citroën, ils ont réglé la chose, ils ont rendu dégueu, comme ça au moins, on n'est plus emmerdé par Citroën, et puis on fait des choix catastrophiques pendant 15 ans, comme ça nous donne une situation où Citroën va bientôt être doublé par Volkswagen et Tesla en France. Continue comme ça, c'est super, bravo Citroën, je vous aime. Bon, les OP Citroën, vous avez compris que ça n'arrivera pas de suite, et c'est dommage parce que c'est vraiment une marque qui me tient à cœur, mais ça me fait trop mal de voir ce qu'ils font aujourd'hui. Et donc Peugeot, ils ont fait tout l'inverse, c'est-à-dire qu'ils ont maximisé leurs recherches, ils se sont bien posés, ils se sont dit qu'est-ce qui va marcher. On va faire quelque chose de beaucoup plus consensuel pour essayer d'agrandir notre public, faire des trucs moins clivants, réduire les gammes, arrêter de faire DCC. Il nous faut un cap clair. Le premier véhicule qui va symboliser ce renouveau de Peugeot, ça va être la Peugeot 508, la première génération, qui se veut beaucoup plus douce de ligne. Ensuite, il y a eu la Peugeot 208 qui va renouer avec l'esprit de la 206. Elle a été plus légère, plus compacte que la 207 et les gens ont apprécié ça. Bon, les gens, ils ont un petit peu moins apprécié la fiabilité catastrophique du modèle, mais ça, c'est encore une autre chose. Je parle vraiment en termes de design, d'image. Et donc, la concrétisation vraiment de ce Peugeot renaissant, reconquérant, ça va être cette Peugeot 308. Alors, elle transcendait pas les gens de par son esthétique. De toute façon, ils se sont inspirés de ce que faisait Volkswagen à l'époque, c'est-à-dire faire quelque chose de presque germanique dans son approche. Elle est sortie maintenant il y a 10 ans, même un petit peu plus,
et finalement elle n'a pas vieilli. Certes, elle est moins agressive, limite outrancière, outrageuse comme les récentes Peugeot, mais vous allez voir que dans le temps, celle-ci elle va bien mieux vieillir. On a droit à des feux avec quand même ce soupçon d'agressivité, surtout qu'ici nous sommes quand même sur une version GTI. Cette calandre là, un petit peu d'agressivité ici, mais vous voyez, rien de trop exubérant. Et puis on enlève complètement l'aspect monovolume qu'on pouvait avoir même sur la Peugeot 308-1 qui est très bizarre. Le profil aussi qui se veut donc beaucoup plus classique que ce que Peugeot avait l'habitude de nous proposer depuis la 307. Finalement celle-ci, à l'image de la 208-1 avec la 206, il faut me suivre, hein, c'est en quelque sorte la réinterprétation moderne de la Peugeot 306 qui avait fait un consensus quasi absolu. Ici, c'est la même chose parce qu'ils ont fait ce qu'ils savaient faire de mieux, savoir des lignes fines et élégantes parce qu'ils savaient le faire avant. Dans les années 2000, je ne sais pas ce qui leur est arrivé, un pet au casque sûrement et ils se sont un peu perdus. Ce que j'aime beaucoup aussi sur les versions sportives des Peugeot, c'est qu'on a droit à des jantes absolument magnifiques. On continue donc avec cette partie arrière, c'est peut-être le Daily Sleeper ultime parce qu'elle est beaucoup moins exubérante qu'une Mégane 4 RS et finalement en termes de performance c'est vraiment pas mal. Alors je sais, moi j'aime énormément les RS, mais aujourd'hui les RS ça devient très cher aussi. Ici, pour quand même pas mal moins d'argent, on a une proposition très proche. Ce qu'on va retenir principalement sur cette voiture, ça va être cette double sortie d'échappement là avec ce diffuseur un petit peu différent. Pour quelqu'un qui n'y connaît rien en automobile, vous prenez la 308 GTI, vous prenez la Mégane 4 RS, vous prenez la dernière Honda Civic, je pense que celle-ci est beaucoup plus sobre, elle est même plus sobre je trouve qu'une Golf GTI. Et donc cette sobriété, ça va se répercuter aussi sur les ventes parce que pas forcément la version GTI, mais la 308, ça sera un carton absolu pour Peugeot. Cette 308, elle était tellement aboutie qu'en 2014, elle fut élue voiture de l'année hein, et elle va signer vraiment au moins 5 des plus belles années de l'histoire de Peugeot. Parce qu'ensuite, fort de ce succès, Peugeot, ils vont un petit peu monter en confiance. Ils vont nous sortir le Peugeot 3008 de deuxième génération, qui est encore pour moi aujourd'hui un chef-d'œuvre cette voiture. Pourtant, on l'a vu partout, mais moi je l'adore en version pas restylée parce qu'il nous casse les rouleaux avec les versions restylées. La 208 actuelle, qui était quand même très sympa lorsqu'elle est sortie, pas en restylé, vous avez compris. La 508 actuelle, pas en restylé, vous avez compris. Bon, maintenant, on va s'installer à bord de ce bolide. Avant toute chose, vous me connaissez, moi j'aime beaucoup parler de sièges. Autant vous dire qu'on est gâté. Alors Peugeot, ils savent faire des châssis et ils savent faire des sièges. Alors c'est peut-être pas les plus beaux sièges Peugeot Sport, parce que pour moi, les plus beaux, c'est ceux de la 206 RC. Malgré tout, ils sont très jolis. On est bien maintenu déjà. Hein. Et alors cet intérieur, ça va être l'autre motif de la réussite de cette Peugeot 308. Parce que lorsqu'elle sort, cette voiture, elle casse un peu les codes. C'est-à-dire que l'extérieur, il fait pas mal penser à la Golf, qui était une excellente voiture aussi, la Golf 7. Pour moi, peut-être la meilleure Golf. Par contre, c'est vrai que l'intérieur, il avait ce petit côté innovant français qu'on apprécie tant chez nous. Nous, on est anticonformistes, on aime bien faire des choses qui sortent de l'ordinaire et qui sont encore meilleures. Je pense à la Citroën SM, l'ADS, etc. Chez Peugeot, normalement, c'est un petit peu plus classique, mais c'est vrai qu'ici, il s'était plutôt lâché. Donc, avant de parler du cockpit, on va regarder ça déjà. Wow, elle est balèze. Hein. Grosse boîte à gants, on dirait pas en plus, mais bien profonde. D'ailleurs, ça doit être compliqué d'aller chercher au fond. Et puis sinon, en termes de présentation, c'était vraiment sympa quoi. Et moi ce que j'aime bien c'est l'ambiance très épurée à bord. Regardez ici, il n'y a quasiment rien au niveau de la planche de bord. Avant on pouvait mettre un CD là, mais je crois que ça a été rapidement enlevé, mais du coup ils ont quand même laissé le petit côté, ben, ça devait être trop cher de refaire complètement une planche de bord. Et puis sinon vous avez vu, hein, il y a vraiment warning pour la ventilation, pour verrouiller, recyclage d'air et puis c'est tout. Sinon tout va passer par ce petit écran. Alors à l'époque il n'était pas petit, hein. Aujourd'hui il l'est un petit peu. Alors première info, le propriétaire n'a pas trop d'essence. Après c'est pas très grave. Pourquoi? Parce que ça j'en ai même pas parlé. Cette voiture en usage mixte elle va faire entre 8 et 9 litres. C'est qui pour une voiture de quasiment 300 chevaux est assez exceptionnel. C'est les bons vieux écrans Peugeot Citroën des années 2010. La climatisation, ça passe par ici. Le GPS, de toute façon, voilà. Oh là là, c'est longué, hein, monsieur, hein, c'est longué. Hein. Là, il y avait quand même de l'Apple CarPlay, on le voit à gauche. Le petit truc pour téléphoner. Alors, à l'époque, c'était hyper sympa. Aujourd'hui, c'est peut-être un petit peu moins sympa. À une époque où, alors, soit on a des écrans hyper capacitifs déjà, parce que là, on commence à remettre des touches un petit peu partout. D'ailleurs, Peugeot, ils avaient compris de leurs erreurs avec notamment le Peugeot 308 qui avait mis ces petites touches piano là. C'est vrai qu'ici ça manque un petit peu d'ergonomie. Ça c'est pour la partie techno.
Est-ce qu'on achète une voiture de quasiment 300 chevaux pour la partie techno? À vous de voir, moi pas spécialement. Ce qu'on va retrouver de assez génial, c'est cette boîte 6 vitesses forcément, hein. Mais surtout, nous, ce qui va nous intéresser, c'est là où j'ai les mains, ce volant qui a fait tant couler d'encre. Moi, j'ai passé mon permis sur une 208. Première voiture Peugeot à avoir lancé ce volant. C'était plutôt pas mal. Moi, j'aimais bien ce volant. En fait, c'est vrai que quand on a l'habitude de conduire des voitures traditionnelles, ça peut faire un peu bizarre. Après, quand on prend l'habitude, je trouve que c'est pas mal. Wow, et on a une espèce de... Oh, il nous a traversé le machin là. Après, il y avait forcément le débat de la lecture des compteurs. Alors là, vous savez, comme moi je suis positionné, je vois hyper bien. Il faudrait vraiment que je me mette... Si je me mets comme ça, si je me mets comme ça, je vois rien. Mais si je me mets comme ça, je vois tout très bien. C'est peut-être en fonction des morphologies, des tailles. Parce que si beaucoup de gens l'ont dit, c'est que forcément, ça doit impacter certaines personnes. Pour ce qui est de moi qui ai un gabarit assez standard, c'est impeccable. Sinon, les compteurs, on l'a vu, ils sont digitaux parce que quand on n'avait pas allumé, il ne se passait rien. Et ils sont plutôt sympas. Compteur gradué jusqu'à 250 km/h. Et vous savez quoi? La voiture, elle y va à 250 km/h. Et d'ailleurs, c'est bridé électroniquement parce que sinon, je pense qu'elle s'envole carrément vers les étoiles. Et puis, vous avez vu, moi, ce que j'aime bien, en fait, c'est les aiguilles. Donc, à gauche, elles sont tournées vers la gauche. Et à droite, elles sont tournées vers la droite. Au milieu, qu'est-ce qu'on a? Un petit compteur digital qui c'est plus lisible aussi, je trouve, au quotidien. Et 45 843 km. Elle est neuve, oui et non, parce que c'est un THP. Donc, vous me direz ce que vous en pensez, vous. Et sinon, quand même, il y a un soin à bord de cette voiture. C'est vraiment à partir de cette Peugeot 308 que les mentalités vont commencer à s'inverser. C'est-à-dire que dans les années 2000, Volkswagen, dans la catégorie des généralistes plus, c'était les boss. Et puis, les années 2010 passent, il y a un petit Dieselgate qui va par là, la qualité des matériaux Volkswagen baisse. Pas mal de baisse aussi d'inspiration. Pendant ce temps, Peugeot, ils sont chauds bouillants. Maintenant, on va juste écouter la sonorité du moteur. Donc, notre atmophile va se coller au pot. Et puis moi, je vais faire rugir un peu la bête. J'ai failli partir alors que je vous ai même pas montré quand même la chose essentielle lorsqu'on achète une Peugeot 308 GTI. C'est quoi? C'est bien sûr le coffre. 270 chevaux, un joli look, un bon châssis, un habitacle sympa. C'est pas ça qu'on veut. Je pense qu'ils auraient pu encore alléger la voiture avec le coffre parce qu'il est sincèrement lourd. Et regardez-moi cette soute. C'est un cap. Que dis-je? C'est un coffre de 308. 420 litres. Ça déconne zéro. On va regarder ce qu'il y a là-dessous. Ah merde, c'est quoi? Il y avait l'emplacement mais ils l'ont pas mis. Et à la place, on a un bon compresseur bien nul. Hein. La roue de secours, ça reste quand même un classique qui est trop oublié, je pense, de nos jours, malheureusement. Ici, vous avez vu, vous avez des petites poignées intégrées pour pouvoir fermer le coffre comme ça. C'est incroyable. Waouh. On va voir la place. Mon Dieu que c'est obscur. Peugeot, ils ont quand même privilégié le coffre. Malgré tout, il faut quand même se rappeler qu'on est dans une voiture qui fait à peine 4,25 m. Aujourd'hui, 4,25 m, on est entre presque une berline compacte et une citadine. L'assise est plutôt moelleuse. Par contre, le milieu va être très compliqué. Voilà, je passe même pas mon pied. Ça sert à rien, je passe pas mon pied. C'est parce qu'aussi, là, on l'avait reculé à fond pour prendre des images. C'est pas une configuration de base. La configuration de base, ça sera plus comme ici. C'est pour ça que je vous remontre un petit peu. Ça va, pour 4 adultes, ça sera bien. 3 enfants à l'arrière. Pas trop corpulent quand même à l'arrière, hein, on déconne pas trop non plus. Sinon, c'est plutôt sympa. Il y a encore une fois du soin aussi apporté. Vous avez vu, même au niveau des places arrière. Tu sens qu'il y a eu un peu d'amour dessus. Maintenant, on va essayer de voir ce qu'elle vaut sur le fameux, le mythique circuit de Montlhéry Atmo. Qui est juste derrière là. D'ailleurs, je vais mettre mes lunettes parce que là, ça rigole zéro. Et ouais. Ah, il était sympa ce petit logo là. J'aimais bien le nouveau logo, mais il est un peu aussi synonyme, je trouve, de la décadence de Peugeot. Je vais vous raconter mon expérience avec les THP. En fait, quand j'étais minot, mon papy, il voulait acheter une nouvelle voiture. On entend bien, mon papy. Et alors, il avait adoré la DS3. Moi, qu'est-ce que je fais? Je lui dis, ok, tu prends une DS3, mais tu prends pas la DS3 de base. Tu prends pas une essence 95 chevaux un peu nulle. Tu vas nous prendre une vraie bonne DS3. À ce moment-là, je regardais Turbo, je regarde Automoto, tout le monde était, mais alors unanime sur le 6 THP. Mais c'était la révolution. J'ai le souvenir là de voir Dominique Chapat, j'avais jamais vu comme ça, aussi enthousiaste, c'était dingue. Donc, je me dis, on va la prendre. Mon grand-père était trop content, en plus c'est rigolo quoi, elle faisait 156 chevaux, là on l'avait acheté en 2010, c'était vraiment les premières. Je l'ai essayé d'ailleurs sur la chaîne, si jamais ça vous intéresse, quand elle roulait encore. Parce que oui, c'était de la grosse daube. Auto Plus notamment,
Je trouve que c'est honteux parce que même encore aujourd'hui, ils arrivent à nous conseiller des voitures PureTech sans mentionner le fait que ce sont des énormes daubes qui sont absolument pas fiables. Résultat des courses, ben mon grand-père, le pauvre, il adore sa voiture en plus, mais elle y a coûté les yeux de la tête en réparation. Il a tout eu dessus, c'est une catastrophe. Encore aujourd'hui, elle est en train de devenir épave, complètement, cette pauvre voiture là. Et je pense qu'elle a même pas 60 000 km, bref, un scandale absolu. Un peu à l'image d'ailleurs, sans transition aucune, de ce stade Matmut Atlantique, impeccable, bravo, moi qui adore le foot, je suis dégoûté, Gérard Lopez, franchement, si je pouvais te le faire, tu vois, je lèverais le troisième doigt là, avec grand plaisir. Et donc maintenant, on va parler quand même des sensations de ce Peugeot 308 GTI. Vous avez vu aujourd'hui, je dis vague. Vous savez pourquoi j'ai commencé à parler du moteur THP de mon papy? Parce que de base, je retrouve un peu les mêmes sensations, c'est-à-dire un moteur qui est étonnamment coupleux à bas régime. C'est très agréable à manier ces moteurs THP, et ça c'est quand même quelque chose aussi qu'on a tendance à oublier. C'est-à-dire qu'au début c'était les meilleurs moteurs du monde et ensuite c'est devenu les plus grosses daubes. Bon, il faut quand même toujours savoir être un peu objectif dans la vie. En fiabilité c'est pas bon, mais sinon c'est vrai qu'en termes de sensation c'est un excellent moteur. Vraiment il est trop bien, et le rapport performance consommation est aussi très bon. On est dans une Peugeot, et c'est vrai que Peugeot, il y a des choses qui font mal, mais les châssis sont absolument impeccables. Je suis en quatrième à 50 à l'heure. La voiture elle broute pas du tout, elle est bien. Là j'ai pas encore accéléré, la voiture est chaude. On peut essayer une accélération déjà ici, pour voir si je peux rattraper ce Caniro par exemple. Je suis parti un peu bas, mais ouais, et là quand il y a le turbo, putain enculé. Ah oui. Ah oui. Étonnamment, je pensais que ça partirait plus tôt dans les tours. Ça met un poil de temps. Par contre, quand le turbo il se réveille, la voiture, moi ce que j'adore, c'est qu'elle est, tu sens qu'elle est légère. C'est la chose que je savais pas du tout sur la 308. Je pensais qu'elle faisait autour d'une tonne 4 quoi. Et ce poids gagné, tu le sens vraiment quoi. Vous êtes prêts pour le 0,70? J'ai eu peur d'avoir mal passé, putain merde. Oh là là. Waouh. C'est bon, 0,70. Une fois que la première est enclenchée, En fait, tu peux tout faire en deux, je pense. tu crois, Tout faire en deux. Je trouve qu'elle a la précision du châssis mini tout en se montrant plus confortable. Oh là 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 là. Mais après, c'est un piège à cours. J'avais peur que ce soit hyper aseptisé. Alors, ça l'est forcément comparé à des voitures d'avant. Malgré tout, moi, à titre de comparaison, j'ai la BMW série 1 là, que j'avais essayé, qui faisait 265 chevaux, mais qui était plus lourde. Et en boîte auto, j'avais pas les mêmes sensations. Ça marchait bien, mais peut-être un peu trop neutre. Là, en fait, là, t'as envie de faire ça. Voilà, t'as envie de faire ça. Et putain. Et la route est pourrie. Non, mais imaginez sur circuit avec un truc comme ça. Ah, c'est une machine. On a déjà fini. Vous voyez. Bien évidemment, on respecte. Vous savez. Je vous ai juste pas parlé du mode sport parce que j'ai été tellement happé en fait par mon essai que j'ai oublié de l'essayer. Bon, en réalité, c'est pas très grave. J'en parlais au propriétaire. On va appuyer. Vous allez voir ce qui se passe. Déjà, la musicalité change. Là, on passe avec des trucs power, boost, machin. Tout devient rouge. Par contre, quand on appuie, en fait, le son va revenir dans l'habitacle. Moi, je trouve ça un peu too much. Voilà. Je sais que certains d'entre vous peuvent potentiellement apprécier. Ça peut être rigolo avec les copains, mais ça s'arrête là. Pour moi, on enlève ce mode sport et c'est déjà un putain de kiff à conduire cette voiture. Bon, alors du coup, cette Peugeot 308 GTI, je m'attendais à un truc sympa. C'est plus que sympa. Si vous en cherchez une comme celle-ci, parce qu'on en a parlé, qui a été moins chère parce que notamment la réputation de THP. 20 000 €, elle aura des bornes. 30 000 €, ce sera une version très propre. Et aujourd'hui, avoir une sportive thermique plutôt récente, autour de 30 000 €, performante comme celle-ci, et aussi polyvalente, ça peut être vraiment une bonne affaire. Après, vous le savez, il y a toujours cette question de THP, donc entretien avec toutes les factures, millimétré. Mais si vous êtes un peu couillu, elle vaut le détour. Le seul petit bémol aussi, ça va être peut-être ce passage de boîte de vitesse un poil flou. Moi, j'ai eu un peu de mal avec ça, mais sinon, la voiture, c'est un monstre. Et ça fait d'autant plus mal qu'aujourd'hui, quand on veut une Peugeot 308 sportive, qu'est-ce qu'on fait? On va chez Peugeot. On va regarder la plus puissante des 308. PHEV, 225 chevaux. Très chère, très lourde. Plus de 400 kg, qui marche beaucoup moins bien, 0 à 100, 7 secondes 5, 8 secondes, et puis un châssis moins beau. Aujourd'hui, Peugeot,
ils font encore du sport. Ils font du sport avec la Peugeot 508 PSE. Le souci, c'est que vaut autour de 70 000 euros. Autant vous dire qu'on peut acheter une Tesla Model 3 Performance, elle atomise la 508 PSE, ou alors vous allez directement chez les premium où vous prenez une Giulia QV d'occasion. Donc c'est vrai que Peugeot, ils ont abandonné les GTI, notamment avec cette version, c'est la toute dernière, et c'est pour ça qu'en plus potentiellement, elle a un côté collecteur en puissance, et pour un tarif à peu près identique à une 205 GTI, c'est dingue de dire ça, je ne peux que trop vous conseiller celle-ci. Bref, mes chers adbophiles, cet épisode se termine ici. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, vous pensez au like, à l'abonnement, c'est hyper important. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette Peugeot 308 GTI. Et n'hésitez pas aussi à me dire si vous pensez que Peugeot actuellement, ils vont plutôt dans le bon ou le mauvais sens. Vous avez mon avis à ce sujet, mais moi je serais curieux d'avoir le vôtre. Parce que c'est aussi pour ça qu'on est là, on discute, on débat, et c'est ça qui est intéressant, toujours dans le respect bien évidemment. Une attention particulière à tous ceux qui me soutiennent, que ce soit sur Patreon ou encore depuis l'onglet rejoindre de ma chaîne principale, donc YouTube Atmo. Vous êtes tout simplement les adbophiles ultimes. Malgré tout, le plus important, c'est pas ça. Et vous savez, c'est quoi le plus important? C'est de prendre soin de soi, donc prenez soin de vous. C'était Atmo, je vous dis à la prochaine. Allez, bisous, ciao.